Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui a pour invité exceptionnel Maître Ardavan Amir-Aslani, qui est avocat à la Cour de Paris, mais au-delà de sa fonction de juriste, il est aussi conseiller de plusieurs États du Moyen-Orient, et c'est un grand connaisseur du Moyen-Orient puisque Monsieur Amir-Aslani, bonjour. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Je cite quelques-uns de vos ouvrages parce que vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur le Moyen-Orient qui nous intéressent beaucoup. Vous avez écrit donc votre dernier ouvrage, si je ne me trompe, c'est les grands enjeux et géostratégiques internationaux aux éditions de l'Archipel en 2021. Alors il y a eu un changement, il y a une nouveauté puisqu'il y a un mois et demi, mon dernier ouvrage est sorti qui porte sur la Turquie. Parfait. Donc, qui traite quel problème de la Turquie? En fait, ça porte sur les trois aspects de la stratégie internationale d'Erdogan, le néo-ottomanisme, le califat et le pan-touranisme ou le pan-turquisme, si vous voulez. On pourra développer ces différents thèmes lors de Alors, c'est heureux que vous ayez fait des recherches en particulier sur ces aspects, puisque ces trois aspects nous intéressent énormément dans le cadre de cette émission et dans le cadre de nos actions en général pour Radio Arménie. Donc, je cite tout de même quelques-uns de vos ouvrages. Le Pakistan, de l'Empire des Moghols à la République islamique, en 2019, de la Perse à l'Iran, très intéressant, édition de l'Archipel toujours, 2018, l'Arabie saoudite, faire des affaires avec l'Iran, donc c'est quelque chose qui était certainement dans le cadre de la levée des sanctions contre l'Iran en 2016. Bien entendu, l'Iran, le sens de l'histoire, l'âge d'or de la diplomatie algérienne, donc on change de continent. L'Iran et Israël, ça nous intéresse beaucoup puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où Israël a des velléités, je pense, à neutraliser, du moins, et je pense que c'est un euphémisme, l'Iran. Iran, États-Unis, la guerre des dieux, la géopolitique de la spiritualité, l'Iran, le retour de la Perse, en 2009, et Debt Recovery in Europe, qui est, je pense, un sujet plus professionnel pour vous, moins géostratégique probablement. Merci d'avoir accepté cet entretien, Maître Amir-Aslani. Votre prénom nous rappelle beaucoup les prénoms arméniens, Ardavan. Oui, alors je n'ai pas le privilège d'en être. Ardavan, en fait, est un prénom pré-islamique perse qui remonte à la dynastie des Parthes. Tout à fait. Donc, à la suite de cela, je pense, est lié à cette dynastie. Je pense qu'il y a des noms arméniens qui sont très connus, Ardavast, Artachat, Bien sûr. Vous savez, l'Arménie, la civilisation arménienne faisait partie à différents moments de l'histoire de l'Empire perse. Donc, il y a énormément de points communs entre le peuple iranien et le peuple arménien. C'est passionnant. Maître Amir-Aslani, nous allons parler de géopolitique aujourd'hui. Vous avez écrit et vous avez fait des recherches sur la région du Sud-Caucase, c'est-à-dire l'Iran et les pays voisins. Il se trouve aujourd'hui que nous sommes dans une situation où l'Iran est peut-être un des seuls, sinon le seul pays qui a des intérêts convergents avec l'Arménie dans le conflit avec l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, donc, il y a de la part de l'Azerbaïdjan un discours et des actes qui posent problème non seulement à l'Arménie, mais à l'Iran. Un de ces problèmes qui est une question existentielle pour l'Arménie, est la demande et l'exigence de Bakou d'avoir un couloir dans le sud de l'Arménie qui couperait le sunnique, le sud de l'Arménie, du reste de l'Arménie, ce tout petit territoire, bien entendu,
est le seul pays qui s'oppose formellement à l'existence de ce couloir est l'Iran. Parce que l'Iran a aussi un intérêt particulier à garder une frontière commune avec l'Arménie. Que pensez-vous de cette situation stricto sensu, si vous voulez bien? Sans parler même, si vous voulez, des liens fraternels qui unissent le peuple iranien et le peuple arménien, en revenant sur ce contexte particulier du corridor de Zangezur, c'est comme ça que ça s'appelle, effectivement, c'est une menace absolue pour l'Iran. Pourquoi? Parce que, je disais tout à l'heure, le panturquisme d'Erdogan, la volonté d'Erdogan, en fait, de pouvoir devenir le parrain de tout le monde, de toute la terre, qui parle une langue turcophone, qui relève des langues turco-mongoléides. Donc Erdogan a envie de devenir un peu le parrain de tout ce monde, c'est-à-dire des Caucases en passant par l'Asie centrale. Et Zangezur, en fait, vise simplement à lier par la voie terrestre la Turquie au Caucase et des Caucases à l'Asie centrale, c'est-à-dire, in fine, encercler l'Iran par le nord. Vous imaginez bien que pour les Iraniens, c'est une chose absolument intolérable, déjà d'un point de vue stratégique dans l'absolu, puisque ça couperait l'Iran de tout le nord iranien, mais également parce que ça couperait l'Iran de l'Arménie, à travers l'Arménie avec la Russie. Donc, dès que cette thèse a été mentionnée, outre le fait qu'il s'agit, si vous voulez, d'une atteinte inadmissible au territoire souverain de l'État d'Arménie, c'est un problème majeur pour l'Iran. Et ce qu'a fait l'Iran, c'est que la République iranienne a ouvert un consulat exactement sur la voie tracée du corridor Zangezur dans un village arménien du sud, afin de montrer symboliquement l'opposition formelle et absolue de l'Iran à ce corridor. Vous savez, le peuple arménien aujourd'hui, la nation arménienne, est entourée aujourd'hui par des puissances hostiles. D'abord, l'Azerbaïdjan, qui est cet État mafieux des Caucases, qui vise en fait tout simplement, il ne faut pas avoir peur de mots, il ne s'agit pas de faire de la théorie du complot, à viser la destruction de l'Arménie, puisqu'il nie l'existence d'un peuple arménien de manière historique depuis toujours. La volonté de l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, sous la direction de ce satrape Ilham Aliyev, de s'unir avec la Turquie dans leur volonté, si vous voulez, d'enfermer l'Arménie. On le voit déjà, ils le font sur le territoire de l'Artsakh, en fait, avec un autre couloir, celui de Lachin que vous connaissez, où ils sont en train de répéter ce qu'ils ont fait au début du siècle dernier, c'est-à-dire affamer le peuple arménien et les acculer à la soumission, voire même carrément les exterminer. Puisqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à exporter des aliments, de la nourriture, des médicaments, rien du tout, sur le territoire de l'Artsakh, qui en fait englobe à peu près une population de 120 à 150 000 personnes. L'Iran s'oppose à la chose, et l'Iran devra s'opposer à la chose avec davantage de véhémence, pour plusieurs raisons. D'abord, avant tout, les Arméniens sont les amis, les alliés, les frères des Iraniens depuis toujours. Ce qui a, du côté turc, entraîné, entre autres raisons, le génocide du peuple arménien au début du siècle dernier, est exactement ce qui, en Iran, a produit l'effet inverse, c'est-à-dire le respect et la reconnaissance. Il faut savoir que sous la dynastie des Safavides, si vous voulez, à peu près aux alentours du XVIe siècle, début XVIe siècle, l'Iran, afin de pouvoir faire un bond technologique en avant, la dynastie des Safavides a fait venir sur le territoire iranien des centaines de milliers d'Arméniens qui, à l'époque, étaient encore comme aujourd'hui, à l'avant-garde scientifique, à l'avant-garde artisanale, pour qu'ils puissent apporter avec eux leur savoir-faire. L'Iran est reconnaissant à l'égard des Arméniens pour ça. Ceci a créé de la jalousie en Turquie, la prééminence scientifique des Arméniens. En Iran, ça a créé un sentiment de reconnaissance. Donc, ce que les Arméniens ont apporté à l'Iran a créé une dette morale de l'Iran envers l'Arménie, outre tous les aspects fraternels historiques qui nous unissent. Si vous voulez, encore aujourd'hui, vous pouvez aller à Yerevan, voir la fameuse mosquée bleue, qui est probablement la mosquée la mieux entretenue, si j'ose dire, dans le monde musulman. Donc, si vous voulez, la tolérance du peuple arménien à l'égard de la différence est légendaire. Je pense, pour ma part, qu'il est du devoir stratégique, du devoir moral, de l'honneur de l'Iran, d'intervenir en faveur de l'Arménie, même par la voie militaire, afin d'assurer la sécurité territoriale et la souveraineté de ce pays. Je regrette pour ma part que l'Iran n'ait pas déployé des troupes quand l'Azerbaïdjan a mené cette guerre absolument
abominable. On peut en parler si vous voulez bien. Pardon? Si vous voulez bien, on peut parler de la position de l'Iran pendant la guerre et après la guerre des 44 jours. Pendant la guerre, donc, je pense que c'était le silence de la part de l'Iran. Après la guerre, il y a eu un acte qui a pas mal choqué les Arméniens. Ça a été des félicitations présentées par l'Iran à l'Azerbaïdjan pour la victoire assurée, pour l'intégrité territoriale, entre guillemets, pour la victoire qui a assuré l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. On dit que c'était pour calmer les ardeurs des séparatistes azéris en Iran, dans le nord-ouest. On dit aussi que c'était pour essayer d'adoucir les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez dans la pensée politique iranienne qui est exprimée et qui est aujourd'hui très, très tendue, en tout cas assez acerbe vis-à-vis de l'Azerbaïdjan et des velléités de l'Azerbaïdjan, est-ce que vous voyez non pas un regret de ces félicitations, mais est-ce que vous voyez un changement dans le discours vis-à-vis de l'Arménie et vis-à-vis de cette guerre qui a été déterminante aujourd'hui pour l'insécurité qui règne aujourd'hui aux frontières de l'Iran? Si vous voulez, pour ma part, j'ai honte pour le gouvernement iranien d'avoir félicité l'entité azérie pour cette guerre d'agression qu'ils ont menée à l'encontre de l'Artsakh et de l'Arménie. Il ne faut pas oublier par ailleurs que 60 km² du territoire souverain de l'Arménie est aujourd'hui sous occupation azérie. Tout cela, c'est la conséquence d'un mythe, si vous voulez. Le mythe étant que le gouvernement iranien, l'État iranien, a peur de la réaction de ces 28 millions d'Azéris iraniens dès lors que l'Iran devait apporter son soutien à l'Arménie. Je pense qu'il faut établir la vérité. Les Azéris de l'Iran n'ont rien à voir, si j'ose dire, avec le gouvernement qui règne aujourd'hui en Azerbaïdjan de Bakou. Pourquoi? Parce que il y a 2 siècles qui séparent, si j'ose dire, la séparation de l'Azerbaïdjan du nord du territoire iranien à l'issue de 2 guerres que l'Iran a perdues à l'époque, au début du 19e siècle, avec la Russie, et qui a culturellement coupé, si vous voulez, une partie du peuple azéri devenu dépendant de la République de Bakou, de la majorité des Azéris qui sont en Iran. Donc les Iraniens pensent, le gouvernement iranien pense, c'était également la pensée à l'époque impériale, sous les soviétiques, qui ont toujours utilisé, si vous voulez, l'entité azérie comme une menace, si vous voulez, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran. Donc ils pensent effectivement, à Téhéran, que dès lors qu'ils devaient apporter le soutien militaire de l'Iran, le soutien politique de l'Iran à l'égard pour l'Arménie, cela va engendrer une révolte de la part du peuple azéri en Iran. Et il n'en est rien. Je suis moi-même, si vous voulez, originaire de cette partie de l'Iran, puisque je viens de la ville de Khoy, qui est au milieu de l'Azerbaïdjan occidental. Les Azéris iraniens n'ont aucune forme de sympathie, si vous voulez, pour les Azéris de Bakou. Je dirais que l'immense majorité des Azéris de Bakou, même, n'ont pas de sympathie pour leur propre gouvernement sur place, qui a tout fait, si vous voulez, pour réécrire l'histoire, pour le couper de l'Iran et pour inventer, si vous voulez, une continuité historique de la souveraineté azérie de Bakou au profit de cette république, qui est une république fantoche. Donc, il faut éduquer le gouvernement iranien à Téhéran, peu importe l'État qui est au pouvoir, peu importe la forme de gouvernement que l'Iran a, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de menace sur l'intégrité territoriale de l'Iran par les dires et la rhétorique qui viennent de Bakou. Effectivement, il commence à émettre des messages au départ de Bakou vers les Azéris d'Iran en disant, voilà, vous faites partie de l'Azerbaïdjan unique avec comme capitale Bakou. Ce message, à part quelques excités, n'a pas d'écho. Et même ces excités-là, si vous voulez, ne sont même pas en Iran. Donc, il faut d'abord rétablir cette vérité. Effectivement, parce qu'il y a eu cette erreur de compréhension de la part de Téhéran concernant la réaction du peuple azéri face à Bakou, que les Iraniens ont adopté cette politique qu'ils ont qualifiée de pragmatique. La réalité a démontré l'inverse, parce que peu importe le discours que vous tenez à l'égard de Bakou, la violence est totale. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, vis-à-vis de l'Iran,
héberge les forces israéliennes, héberge les services israéliens. C'est à travers le territoire de l'Azerbaïdjan, si vous voulez, que les agresseurs et les terroristes pénètrent en Iran et commettent différents actes terroristes que tu connais. Donc l'Azerbaïdjan de Bakou, je distingue entre le peuple azéri et l'État de Bakou, aujourd'hui est une entité qui ne cesse de traduire son animosité à l'égard de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils ont eux-mêmes peur de leur propre continuité en tant qu'État souverain, à juste titre. Parce que franchement, l'Azerbaïdjan est unique et l'Azerbaïdjan a sa place sur le territoire iranien. Donc, ce que disent à Bakou les dirigeants de l'entité azérie, si vous voulez, c'est totalement historiquement erroné et dans la pratique ne trouvera pas écho. Alors, les Iraniens ont été trompés dans leur politique, si vous voulez, de vouloir amadouer le gouvernement de Bakou. Et d'ailleurs, on l'a vu, les réactions de l'Iran, la concentration de troupes iraniennes sur la frontière avec l'Azerbaïdjan démontrent effectivement que l'heure de vérité a sonné à terre. Alors, on peut rappeler pour nos auditeurs que lorsque l'Azerbaïdjan a été créé et ce nom a été adopté, le gouvernement de l'Iran avait opposé en tout cas, avait fait des protestations, il me semble, pour le choix de ce nom, et qui avait vu à l'époque le danger qui pesait sur le nord-ouest de l'Iran, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan iranien, le vrai Azerbaïdjan, et qui constituait peut-être pour l'avenir, et on le voit aujourd'hui, pour l'avenir, un danger panturquiste. Alors, on sait aussi par des études très perfectionnées que les États-Unis et la Turquie utilisent ce sentiment d'appartenance à un peuple qui serait divisé en deux par la création de l'Azerbaïdjan. On sait qu'il y a des dirigeants de ces mouvements que vous appelez des excités, mais qui existent tout de même, de ces mouvements séparatistes au nord-ouest de l'Iran, leur entraînement, leur utilisation et leur exploitation par des forces qui veulent du mal à l'Iran. Qu'est-ce que vous pensez de la réalité sur le terrain dans la région de l'Azerbaïdjan iranien, de ce sentiment, j'allais dire panturquiste, parce que ce sont des peuples turcophones, bien entendu, mais qui globalement ne sont pas considérés comme un danger par le gouvernement central de l'Iran depuis longtemps, mais qui tout de même commencent à montrer des velléités depuis quelques dizaines d'années en Iran. L'iranité, qui est le sentiment d'appartenir à l'Iran, prime tous les désirs confessionnels qui pourraient exister. L'Iran, c'est un pays qui, en son sein, héberge différentes communautés. Les Azéris sont une des communautés. Vous avez également des Turkmènes, des Balouches, des Arabes, des Kurdes. Toutes ces communautés ont leurs spécificités qu'il faut respecter à la lettre. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble du peuple iranien, dans sa totalité, aujourd'hui considère qu'il n'y a qu'une seule appartenance nationale, c'est une appartenance à l'égard de l'Iran, parce que l'iranité l'emporte sur les quelques aspects culturels qui puissent exister dans telle ou telle communauté. Donc, qu'il y ait globalement sur les 28 millions d'Azéris un sentiment culturel, un sentiment d'appartenance linguistique, oui. Qu'il y ait un sentiment, si vous voulez, d'appartenir à un autre État, franchement, je ne l'ai jamais, pour ma part, rencontré. Cependant, comme vous le voyez, nous sommes en train d'assister, de par l'ostracisme dont fait l'objet l'Iran depuis des décennies, à une réécriture de l'histoire, à la volonté de Bakou de faire en sorte, à faire croire à l'univers qu'il y avait sans discontinuité un État indépendant qui vivait là. Ça n'a jamais été le cas, si vous voulez, à part le début du siècle dernier, pendant quelques années, et puis à la chute de l'Empire soviétique, il n'y a jamais eu d'État azéri. Et même l'Azerbaïdjan, à l'époque soviétique, a été justement créé pour représenter, si vous voulez, une menace stratégique pour l'Iran impérial qui était pro-américain. D'ailleurs, les installations d'espionnage soviétiques à l'époque étaient concentrées en Azerbaïdjan. Donc, c'est un État, si vous voulez, factice, qui n'a pas de réalité historique.
Eux, ils essayent de dire qu'il n'y a pas d'Arméniens, ils étaient des Albanais, je ne sais même pas d'où ils sortent des bêtises pareilles. Ils essayent en même temps de bâtir, si vous voulez, une continuité historique d'un pseudo-État azéri qui aurait existé à Bakou. On le voit d'ailleurs, ils ne cessent de déposer des motions à l'UNESCO où ils veulent s'attribuer, si vous voulez, les différents aspects culturels de l'Iran comme appartenant à l'Azerbaïdjan. Tout cela trouvera bon dos aujourd'hui de manière momentanée, mais l'Iran, si vous voulez, c'est le seul État au monde qui a vécu sans discontinuité de manière souveraine depuis 3 millénaires. La République de Bakou, si vous voulez, est un épiphénomène et ces prétentions ne trouveront aucun écho dans la durée le jour où l'Iran reviendra à sa juste place dans le Conseil des Nations, et ce jour n'est pas loin. Alors, on peut en parler si vous voulez bien, parce que je pense que si vous le confirmez, vous avez les arguments pour nous le présenter. Mais est-ce que, pour revenir à cette écriture, cette réécriture de l'histoire par l'Azerbaïdjan, qui concerne bien entendu l'Arménie aussi, parce que cette réécriture nie l'existence des Arméniens et de l'Arménie, et voire même arrive à convaincre sa population que les Arméniens ont été installés en Artsakh, par exemple, et dans le sud de l'Arménie, par les Russes, et que les Arméniens n'ont jamais vécu là-bas, malgré les preuves intangibles de l'existence des Arméniens. Il y a cette réécriture de l'histoire à laquelle croit, j'allais dire, une grande majorité de la population de l'Azerbaïdjan. Est-ce que cette réécriture de l'histoire comme une falsification des réalités est prise en considération par l'historiographie, par exemple, iranienne aujourd'hui, ou voire même des Iraniens de l'extérieur? Bien sûr, si vous voulez, les Iraniens de l'intérieur ou de l'extérieur sont tous conscients de cette guerre culturelle que la République de Bakou mène à l'encontre du Iran. Pas plus tard que l'année dernière, Bakou a même déposé le sitar, c'est un instrument de musique typiquement iranien, en son nom, si vous voulez, à l'UNESCO. Ce n'est pas un phénomène nouveau. On constate la même chose, si vous voulez, au niveau du Golfe Persique, qui s'appelle ainsi des pays Hérodote, qui est maintenant sous la pression des pétromonarchies arabes du Golfe Persique, de par leur proximité, leur diplomatie de portefeuille avec l'Occident, essaie de rebaptiser en république, si vous voulez, en Golfe arabo-persique ou Golfe arabique. Tout cela, c'est ridicule. Moi-même, si vous voulez, j'ai 57 ans, je suis plus âgé, si j'ose dire, que la quasi-totalité, Arabie Saoudite à part, des États arabes du Golfe Persique. La réalité de la présence arménienne, X fois millénaire dans la région, si vous voulez, est incontestable. Il faut être aveugle ou de mauvaise volonté ou de mauvaise foi pour contester la chose. Ça devient ridicule. Parce que, si vous voulez, il y a des auteurs perses il y a 15 siècles qui font référence, si vous voulez, à la présence arménienne dans la région, sans discontinuité, premier royaume d'ailleurs à être devenu chrétien. Donc cette volonté d'effacer la réalité est une œuvre qui n'a aucune chance d'aboutir dans le temps. Cependant, à l'instant T, ça peut fonctionner. Regardez l'Ukraine. Entre 2014 et aujourd'hui, alors qu'il n'y a jamais eu de république ukrainienne, de pays qui s'appelait l'Ukraine dans le passé, l'Ukraine signifie même frontière, Kiev représente l'origine même du peuple russe, on a inventé une nationalité ukrainienne. On fait la même chose avec Bakou. Sauf que des velléités de cette nature marchent pendant un certain temps, mais pas dans la durée. Et à un moment, la vérité sera rétablie. Ce que les Iraniens doivent faire, c'est, malheureusement ils ne le font pas aujourd'hui, mais le moment viendra, c'est d'éduquer le peuple de Bakou pour qu'ils comprennent d'où ils viennent, pour qu'ils comprennent leur histoire. Parce que leur histoire, si vous voulez, est beaucoup plus belle quand on la rattache à l'Iran, quand on essaie d'inventer quelque chose de factice sur place. Si vous regardez, l'empereur de Perse, Safavid, était le roi de l'Azerbaïdjan. Donc, vouloir dire qu'il y avait un État indépendant là-bas, c'est simplement grotesque. On voit le danger du panturquisme aujourd'hui, Amir Aslani, et il y a un dicton en arménien qui dit que l'Iran et le Touran sont irréconciliables. Ferdowsi l'a écrit, le grand poète persan qui a sauvé la langue persane, il y a plus de 1000 ans. Voilà. Et donc cette opposition atavique existe depuis des centaines d'années entre l'Iran et le Touran, c'est-à-dire le turquisme et le panturquisme. Or, dans les années 30, l'Iran a vendu un tout petit bout de territoire
de frontières communes avec la Turquie à la Turquie pour que la Turquie ait accès directement au Nakhitchevan. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pensée politique iranienne à cette époque pour qu'on permette aux Turcs d'avoir une frontière commune avec l'Azerbaïdjan et qui sert aujourd'hui, bien entendu, au transfert des armes et au transfert des matières qui aideront l'Azerbaïdjan à attaquer l'Arménie et l'Iran? Alors, je ne sais pas si l'Iran l'est vendu à la Turquie. Je ne le pense pas. Je pense même que les frontières entre l'Iran et la Turquie sont les frontières les plus stables de la région, qui remontent, si vous voulez, à il y a 4 siècles. Cela dit, dans les années 30… Je pense qu'il y a eu un échange des frontières, des territoires. Il y a eu, si vous voulez, à l'époque, 2 tendances quasi homogènes, aussi bien en Iran qu'en Turquie. C'était des mouvements nationalistes, patriotiques, laïques, anti-religieux. D'un côté, vous aviez le kémalisme, de l'autre côté, vous aviez Reza Ier Pahlavi, le fondateur de la dynastie de Pahlavi. Il s'est déplacé qu'une fois, c'était pour aller rendre visite à Mustafa Kemal en Turquie. Alors, à l'époque, si vous voulez, il n'y avait pas de république azerbaïdjanaise, personne n'en parlait, c'était le territoire soviétique. Et je ne peux pas imaginer qu'à l'époque, on savait ce qui allait se passer pour envisager d'ores et déjà, à l'époque, une voie terrestre vers ce qui allait devenir dans le temps un État indépendant azerbaïdjanais. Donc, il faut les dissocier. Il n'en a pas moins. Ça, c'est une réalité géographique aujourd'hui, mais une réalité géographique qui ne doit pas servir pour représenter une menace militaire pour l'Iran, ni menacer l'intégrité territoriale de l'Arménie. C'est ce qui, hélas, se passe aujourd'hui. Mais comme vous le savez, la Turquie d'aujourd'hui est un faible pourcentage en superficie de ce qu'a été naguère l'Empire ottoman. D'où la crainte des Turcs de Turquie par rapport aux velléités, si vous voulez, des Kurdes turcs. Parce que toute cette partie-là, globalement, représente le Kurdistan turc, et non pas la Turquie en tant que telle. Donc les personnes qui habitent à cette frontière-là, sur place, sont surtout des Kurdes et pas les Turcs. Je ne dis pas que c'est mieux pour le peuple arménien compte tenu du rôle que les Kurdes ont joué dans le génocide arménien, mais en tout cas, ça établit que ce n'est pas la continuité du panturquisme d'Erdogan, même s'il il y a eu un mea culpa de la part des Kurdes que la Turquie n'a pas fait, effectivement. Oui, mais il n'empêche, si vous voulez, que tous les massacres qui ont eu lieu sur place, dans cette partie orientale, ont été effectués par les Kurdes sous commandement turc. Hélas, c'est une réalité historique que l'on ne peut nier. Donc, si vous voulez, on ne sait pas, si vous voulez, où vont être les frontières de demain dans la région. L'opposition par rapport à la puissance iranienne vise également à procéder au démembrement de l'Iran. C'est tous les jours que les Arabes parlent de la création d'un État arabe indépendant dans le sud de l'Iran, que les autorités de Bakou essayent d'inciter au séparatisme des Azéris de l'Iran. Tout cela, on l'entend depuis, si vous voulez, des siècles. En ce qui concerne la Turquie, si vous voulez, l'histoire de ce peuple est l'histoire continue d'un peuple qui, ces derniers siècles, ne cesse de voir son territoire réduit. Est-ce qu'on est certain qu'il va y avoir une Turquie dans la durée qui va arriver jusqu'à la frontière iranienne? Est-ce qu'on n'est pas peut-être devant la volonté du peuple kurde d'exercer une forme d'indépendance comme d'autres pays membres de l'Empire ottoman et devenir indépendant? On n'en sait rien. C'est là la crainte majeure de la Turquie aujourd'hui d'Ankara, d'empêcher effectivement les velléités nationalistes kurdes pour qu'effectivement cette continuité territoriale puisse exister telle qu'elle et que la Turquie ne soit pas encore réduite. L'avenir le dit. Si vous voulez bien, Maître Amir Aslani, à partir de cette interrogation que vous venez de poser, prenons la question de l'Iran et de ses alliances aujourd'hui. À partir de là, l'Iran est isolé par l'Occident, par les États-Unis, par l'Europe, et vous avez écrit des livres sur Iran-Israël, Iran-États-Unis. Quel est en dehors du fait que le régime islamique était anti-américain et l'est toujours, quel est, à votre avis, l'intérêt des États-Unis à neutraliser et à affaiblir l'Iran aujourd'hui? C'est le seul allié naturel des États-Unis dans la durée, dans la région, c'est l'Iran. Quand vous regardez les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le monde occidental, ces menaces sont de quelle nature? Ça vient de l'islam sunnite, davantage marqué par le wahhabisme saoudien qu'autre chose. Ce n'est pas les chiites iraniens qui menacent l'Occident.
C'est eux. Tous les attentats que vous avez connus en Occident, que ce soit les Twins à New York, que ce soit les attentats récents, que ce soit tout le Daesh, que ce soit tous les mouvements islamistes de la région, ce sont des mouvements, si vous voulez, qui sont marqués par l'islam sunnite dans sa branche la plus radicale, qui est l'islam wahhabite. Ce n'est pas l'Iran. Quand vous regardez la Turquie aujourd'hui, avec les prises d'otages qu'ils ont effectuées dernièrement à Erdogan, avec ce prêtre chrétien qui avait été arrêté, avec les Turcs qui illuminent, qui pointent leurs canons vers le bâtiment français de Courbet, avec les Turcs qui tous les jours créent des incidents avec l'aviation grecque, avec les Turcs qui occupent Chypre, avec les Turcs qui possèdent des forages, si vous voulez, illicites dans la Méditerranée orientale. Tout cela prouve qu'en fait, la menace vraie, véritable vis-à-vis de l'Occident, ce n'est pas l'Iran, c'est la Turquie. Le problème de l'Iran, c'est de la rhétorique du pouvoir en place aujourd'hui par rapport à Israël. Le jour où ce discours disparaîtrait, eh bien, je peux vous dire que l'Iran redeviendra l'allié naturel des États-Unis. Parce qu'il y a tellement de communautés d'intérêt intellectuel, culturel entre les Iraniens et les Américains qu'il n'y a pas d'animosité réelle. Quand un Américain se balade dans les rues de Téhéran, si vous voulez, s'il pouvait y aller, il va être accueilli par les Iraniens qui vont lui offrir l'hôtel, l'inviter chez eux et demander un visa. S'il devait se balader en Arabie Saoudite, ce n'est pas sûr qu'il pourrait gagner son hôtel vivant. Donc, cette réalité-là va prévaloir un jour. La République islamique, c'est une forme de gouvernement que l'Iran connaît aujourd'hui sur une histoire plusieurs fois millénaire. Mais les grandes vagues de l'histoire, les alliances historiques, comme les menaces historiques, ne changeront jamais. C'est-à-dire, peu importe le gouvernement que vous aurez en place en Iran, la sympathie, la fraternité vis-à-vis des peuples arméniens continuera. Peu importe le régime au pouvoir en Iran. De la même manière, la place de l'Iran, pays indo-européen, qui parle une langue indo-européenne, est davantage du côté occidental que du côté russe ou chinois. Aujourd'hui, pour des questions que l'on peut se poser, pour des considérations que l'on connaît, l'Iran est effectivement ostracisé par les États-Unis depuis 44 ans. Mais qu'est-ce que 44 ans par rapport à 25 siècles de souveraineté? Merci de ce survol sur plusieurs siècles, voire de dizaines de siècles, sur cette histoire de l'Iran extrêmement riche et extrêmement une grande civilisation qui est sur place. Mais la vision des États-Unis de l'Iran est, selon vous, uniquement conditionnée par ce discours anti-américain, anti-occidental, anti-Israël, ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts qui empêcheraient cette ouverture de l'Iran vers l'Occident? Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons tout de même dans un point de l'histoire où il y a un chamboulement des alliances, il y a un chamboulement et peut-être même une inscription de ces nouvelles alliances qui sont en train de se dessiner et du retour vers, non pas du retour, mais du fait de se tourner vers l'Orient, la Chine, l'Inde, etc., pour ces pays qui sont ostracisés comme l'Iran et la Russie aujourd'hui. Est-ce que c'est un moment aujourd'hui ce n'est pas un moment de non-retour pour les Occidentaux? Pour la plupart des grands enjeux, c'est un moment de non-retour pour l'Occident, sauf le cas iranien. Si vous voulez, les différentes raisons qui font que la place de l'Iran en Occident sont nombreuses. Déjà, qui va tenir la Turquie agressive de demain si ce n'est l'Iran? Quel pays a la taille, la démographie, la puissance, les moyens de tenir la Turquie à part l'Iran? Il n'y en a aucun autre. Donc, il y a un besoin réel de permettre à l'Iran de retrouver sa juste place pour maintenir un équilibre dans la région. Regardez, l'Azerbaïdjan fait de manœuvres avec le Pakistan, qui est une excroissance de la Chine, dont le budget pakistanais est financé quasi exclusivement par la Chine, qui dispose d'une base militaire cédée par le Pakistan à la Chine à Gwadar, et qui vit avec les dons des financiers de la Chine, qui font des manœuvres avec l'Azerbaïdjan de Bakou. C'est un problème parce qu'il y a 45 ans, on n'avait même pas ça. Le Pakistan était l'allié de l'Iran dans les alliances militaires, c'est tout. Bien, si aujourd'hui on ne ramène pas l'Iran à sa juste place dans le concert des nations, les dés vont être jetés et l'Occident sera entouré à son tour par de menaces dans tous les sens qui relèvent soit de la Russie, soit qui relèvent du Pakistan. Le verrou, si vous voulez,
c'est aujourd'hui l'Iran. Et l'Iran doit retrouver sa juste place, et ça le retrouvera d'une manière ou d'une autre. Comment voulez-vous que l'Occident puisse tenir tête face à la Russie, même si je suis très critique de la politique de l'Occident sur la question ukrainienne et russe, s'il n'y a pas les gisements miniers d'hydrocarbures, de gaz iraniens? L'Iran restait dans son sein les principales réserves gazières au monde. Si l'Iran reste en dehors de l'Europe, à brève échéance, l'Europe ne pourra plus, si vous voulez, être compétitive dans ces industries avec les industries internationales. Il y a besoin de retour. Qu'est-ce qui va faire que, si vous voulez, l'islam, dans sa version agressive, va connaître une évolution, si ce n'est à travers l'Iran, peu importe sa dimension chiite ou autre? Parce que la tragédie de l'islam, si vous voulez, que l'islam a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge que l'islam connaît aujourd'hui. L'Iran peut le faire. Parce que l'Iran, même si aujourd'hui on y est banni par les pétromonarchies arabes du Golfe Persique et par les pays arabes en général, la Syrie à part, la nation iranienne, le peuple iranien, l'Iran, même l'Iran d'aujourd'hui, trouve une juste place dans le cœur de la rue arabe. Donc l'Iran, si vous voulez, vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de contenir la Turquie, vis-à-vis des besoins énergétiques de l'Europe, vis-à-vis de tout ce que vous pouvez imaginer, doit retrouver sa juste place dans le camp occidental. On voit d'ailleurs les prémices arriver. Les dialogues, semble-t-il, ont commencé avec l'AIEA. Il y a eu une rencontre il y a 15 jours en Norvège. Les Saoudiens, si vous voulez, en rétablissant la relation avec l'Iran, ils n'ont pas pu le faire sans l'accord des Américains ou même sans l'information préalable d'Israël. La Chine n'a été que l'outil, l'instrument qui a permis la réalisation de la chose. Mais la vague de fonds qui ramène l'Iran, si vous voulez, dans les relations diplomatiques renouvelées avec ses ennemis historiques, est une vague, si vous voulez, qui vise tout simplement à permettre le retour de l'Iran graduellement à sa juste place. Et ce retour est inéluctable. Inéluctable. Alors, on voit que vous êtes optimiste sur l'échéance, en tout cas dans le moyen terme. Vous êtes optimiste pour l'Iran et on le souhaite, bien entendu. On souhaite que cet optimisme soit réalisé. Mais aujourd'hui, on est tout de même en pleine période de préparation de la guerre à l'Arménie par l'Azerbaïdjan, financée, armée par Israël et la Turquie. Et la Turquie, aujourd'hui, joue sur au moins quatre fronts, joue un rôle très trouble. Et les Occidentaux ne prennent pas du tout de mesures vis-à-vis de la Turquie lorsque un pays de l'OTAN est menacé, lorsque il y a l'armée turque qui prête main forte à l'Azerbaïdjan pour prendre l'Artsakh aux Arméniens, et au-delà, bien entendu, la Turquie soutient le couloir de Sunik dans le sud de l'Arménie. On ne parle plus de Chypre, etc. Donc, personne dans la situation actuelle trouble de la disposition des forces au monde ne prend de mesures vis-à-vis de la Turquie, et une guerre est en train de se préparer vis-à-vis de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, soutenu bien entendu par Israël, qui… Alors, voilà, donc là, le scénario qui est un scénario dangereux, qui est en train d'être mis en place, c'est une attaque sur l'Arménie. L'Iran ne laisse pas faire et entre en conflit avec l'Azerbaïdjan. Là, la Turquie et Israël interviennent, peut-être d'autres pays interviennent pour soutenir l'Azerbaïdjan vis-à-vis de l'Iran et donc attaquer l'Iran, mettre en danger l'Iran. Dans ce scénario, quelle est, à votre avis, la part de vérité et la part de spéculation? Je ne crois pas du tout à cette thèse, même si je reconnais que l'espoir de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, c'est qu'il n'y ait plus d'Arméniens en Arménie. Ça, c'est certain. Mais je ne crois pas du tout à cette thèse. Si vous voulez, même aujourd'hui, quand vous regardez l'Iran, vous regardez la principale puissance militaire de la région. L'Iran dispose de plus de 3500 missiles balistiques. C'est-à-dire que c'est littéralement impossible de s'en prendre à ce pays et à son territoire. L'Iran, non seulement est l'armée la plus puissante de la région, puisqu'on l'a bien vu, l'armée turque, depuis qu'elle a été décapitée par Erdogan comme suite à la tentative de putsch, n'a même pas réussi à conquérir Kobané et arracher Kobané des mains de ces pauvres Kurdes martyrs du nord de la Syrie.
L'Iran, c'est aussi, si vous voulez, 300 000 hommes en armes en Irak, c'est 150 000 centurions à Lévis en Syrie, c'est le Hezbollah, c'est tout l'ouest de l'Afghanistan. Ce n'est pas aussi simple, si vous voulez en prendre à l'Iran, sans organiser quasiment une guerre mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan commence à comprendre que les jours de la liberté d'agression de l'Azerbaïdjan, de Bakou, à l'encontre, si vous voulez, des pays voisins, est terminée. La tragédie que nous avons, c'est que l'Europe, si vous voulez, ne sait pas se faire respecter, ni sur le plan domestique. On le voit, si vous voulez, avec le délitement du pouvoir de l'autorité de l'État en France ou ailleurs, ni à l'échelle internationale, où Erdogan, si vous voulez, insulte carrément avec un langage ordurier le président de la République française. La guerre de l'Ukraine n'a eu qu'une seule conséquence positive, indirecte, c'est que l'Europe prend conscience aujourd'hui de sa fragilité, va se réarmer, va devoir, si vous voulez, se battre pour son identité. Parce que l'Arménie, si vous voulez, n'est pas que le problème des Arméniens. L'Arménie est le problème des Iraniens. Parce qu'une attaque contre l'Arménie, pour ma part, en tant qu'Iranien, franco-iranien, je le perçois et je le vis comme une attaque contre l'Iran et les Iraniens, de l'intégrité de l'Iran. On ne peut pas l'accepter. Une attaque contre l'Arménie, si vous voulez, c'est une attaque contre l'Europe, contre le christianisme, contre la chrétienté, contre la seule démocratie digne de son nom, si vous voulez, dans la région, qui a d'ailleurs coûté très cher à l'Arménie, bien pas du tout. En fait, je pense qu'on était au plus profond, si vous voulez, de la chute de compréhension, et là, la remontée commence à arriver. Et même si je pense que l'Europe aujourd'hui n'a pas les moyens militaires de venir au secours, si vous voulez, de l'Arménie, l'Iran est là. Et je pense que l'Iran, pour sa part, ne laissera pas faire et ne devra pas laisser faire. Alors, toujours dans la continuité de cette hypothèse, si il y a donc une flambée dans la région avec l'intervention de l'Iran, est-ce que ça ne servirait pas de prétexte à Israël de prêter main forte à l'Azerbaïdjan et d'attaquer l'Iran? Bien entendu, ça deviendrait une guerre quasi mondiale à ce moment-là, qu'on ne souhaite absolument pas, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a aussi une possibilité qu'à la dernière minute, qu'il y ait que tout le monde lâche l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire Israël et la Turquie lâchent l'Azerbaïdjan pour des raisons X, Y, et que l'Azerbaïdjan se trouve face à face avec l'Iran? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait entre l'Azerbaïdjan et l'Iran? Alors déjà, il faut dire un mot sur le cas d'Israël. Pour ma part, je vis très mal, si vous voulez, le soutien israélien à Bakou. Ne serait-ce que le peuple juif a été victime, comme le peuple arménien, des génocides organisés, perpétrés dans les conditions que vous connaissez. Qu'Israël ne reconnaisse pas le génocide arménien, pour moi, c'est une tâche sur l'honneur de ce pays, premièrement. Deuxièmement, si vous voulez, le soutien qu'Israël apporte à l'Azerbaïdjan, c'est un peu à l'instar de cet accord, des accords d'Abraham. Il y a 1,4 milliard de musulmans sur Terre. Israël a réussi à établir les accords d'Abraham avec le Bahreïn, qui est plus petit que Manhattan, la moitié de Manhattan, avec les Émirats arabes unis, leurs 800 000 nationaux, avec le Soudan qu'il accepte en échange de Factory, et avec le Maroc qu'il accepte en échange de la reconnaissance américaine sur le Sahara, la souveraineté marocaine sur le Sahara. Donc, en fait, il n'y a pas d'accord abrahamique, si vous voulez, avec le monde musulman. Et Israël basculera, si vous voulez, à la seconde où l'Iran cessera de menacer son existence. Ce jour-là, si vous voulez, je peux vous dire que le soutien d'Israël pour l'Azerbaïdjan va disparaître dans la seconde. Et la Turquie ne risquera jamais, si vous voulez, un conflit frontal avec l'Iran, parce que cela voudrait dire des problèmes avec les Kurdes en Turquie, cela voudrait dire que l'économie turque, qui est déjà aux abois, va cesser d'exister, cela veut dire que l'intégrité territoriale de la Turquie, suite à cette affaire-là, risquerait de par la question kurde de cesser de continuer cette intégrité. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir un accord militaire direct avec l'Iran, une opposition directe avec l'Iran. Par contre, le jour où l'Azerbaïdjan va se retrouver, Bakou, seul avec l'Iran, ça sera sûrement l'heure d'un règlement de compte. Et je pense, si vous voulez, que l'Iran, d'aujourd'hui ou de demain, ne peut rester indifférent, si vous voulez, face à ceux qui veulent réécrire son histoire, face à ceux qui veulent aujourd'hui qu'on
contester la légitimité historique de l'Iran sur une certaine partie des territoires de la région. On oublie, si vous voulez, les traités qui ont été signés naguère au XIXe siècle étaient pour un certain temps. Ce n'était pas un abandon éternel de ce territoire-là entre les mains des Romanov de Russie. Regardez par exemple la Serbie. La Serbie n'a jamais reconnu le Kosovo. Il y a un mois, des accords ont été menés. La Serbie a refusé de signer, si vous voulez, l'accord avec le Kosovo parce que le Kosovo est le berceau historique, si vous voulez, des Slaves du Sud. La même chose est vraie, si vous voulez, pour les Azéris de Bakou qui sont séparés de l'Iran et leur patrie naturelle avec cette construction historique fallacieuse que le gouvernement de Bakou est en train de leur servir comme plat. Les frontières vont être de nouveau redessinées, beaucoup de choses vont changer. Je crois qu'aujourd'hui, on est à la veille d'un grand bouleversement géostratégique dans la région qui verra l'émergence de l'Iran comme puissance dominante dans la région. L'Iran est une civilisation, l'Iran est une langue, l'Iran est une religion, l'Iran est une culture. L'Iran, si vous voulez, a été et sera, et ce n'est pas cette parenthèse de 44 ans qui empêchera le retour de ce pays à sa juste place. C'est ce qu'on souhaite, bien entendu. C'est ce qui va arriver. Et nous sommes heureux que vous soyez optimistes dans le court et le moyen terme. On parlerait peut-être à une autre occasion des raisons et qui donnent cet espoir, en tout cas cet optimisme pour le futur, non seulement de l'Iran et le futur de la région et de la paix dans la région et le futur peut-être voire même au-delà de la région, de l'équilibre des forces dans la région. Pour revenir à une plus petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'Artsakh, les Arméniens ont considéré dans les années à la fin de l'Union soviétique que l'Artsakh, comme c'est au début du siècle dernier, l'Artsakh était la condition sine qua non de la sécurité de l'Arménie. Et aujourd'hui, l'Artsakh est menacé de disparition, c'est-à-dire par le moyen d'un nettoyage ethnique. L'Azerbaïdjan veut et tente, en tout cas de toutes ses forces, à réoccuper l'Artsakh. Donc le statut d'autonomie de l'Artsakh a été supprimé de manière totalement délibérée au moment de la chute de l'Union soviétique et les Arméniens d'Artsakh sont à bout aujourd'hui. L'Arménie n'a pas la force ou n'a pas pris cette orientation pour défendre l'Artsakh aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de retour du statut de l'Artsakh arménien, autonome ou rattaché à l'Arménie? Est-ce que vous pensez que l'Iran pourrait jouer un rôle dans cette direction, en tout cas pour aider l'Arménie ou pour aider directement l'Artsakh à redevenir ce qu'elle était? Je crois que c'est le devoir de l'Iran de le faire. Si vous voulez, les Turcs essaient, ou les Azeris d'ailleurs, essayent par tout moyen à réécrire l'histoire. Prenez le cas de Nakhchivan, qui est coupé effectivement du territoire de Bakou. Ce territoire, il y avait des Arméniens. Eh bien, les cimetières anéantis, les églises détruites, toute trace a été effacée. Et les Iraniens ont gardé les archives, si vous voulez, des agissements de Bakou. Ils essaient de faire la même chose aujourd'hui dans l'Artsakh, qui n'a jamais été rien d'autre qu'arménien depuis des millénaires. Si vous voulez, des monastères arméniens, incontestablement arméniens, dans l'Artsakh, qui ont 1000 ans d'ancienneté, transformés aujourd'hui en porcherie par la puissance de Bakou. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils contrôlent ce territoire qu'ils continueront pour l'éternité à le contrôler. L'éternité, si vous voulez, n'existe et ne peut exister que dans la vérité historique. Il y a eu l'Arménie hier, il y aura l'Arménie demain, dans le territoire que vous connaissez. Eh bien, cette partie de l'Artsakh appartient à l'Arménie. Ce n'est qu'artificiellement, si vous voulez, que ça a été placé à l'époque soviétique dans le territoire azéri. Ça a toujours été peuplé par des Arméniens. Et s'ils n'étaient pas majoritaires dans le pays, c'est parce qu'ils ont fait l'objet de pogroms, ont été évincés de la région. La nature prend toujours son dessus. Et je pense effectivement que l'Iran, le jour où l'Iran réintègre le concert des nations, devra peser de tout son poids pour que l'Artsakh retrouve son autonomie,
soit rattaché à la République autonome souveraine de l'Arménie. Et pour moi, ce n'est que justice. Et il y a beaucoup d'injustices dans le monde aujourd'hui. Le Kosovo en fait partie par rapport aux Serbes et l'Artsakh fait partie de la chose par rapport également aux Arméniens. Les erreurs de l'histoire doivent être corrigées et il y a de l'honneur des pays qui entourent cette région de peser de tout leur poids pour que ça se fasse. En tout cas, je peux vous dire une chose, que la question arménienne n'est pas propre uniquement aux Arméniens et qu'il faut que l'Europe, dès lors que l'Arménie est menacée, comprenne qu'il s'agit d'une atteinte à son existence qui est opérée. Parce que l'Arménie, si vous voulez, c'est le berceau, c'est la racine de la chrétienté à l'Europe. Et quand on s'en prend à l'Arménie, c'est une déclaration de guerre à l'Europe, mais également à toutes les démocraties, à tous les états de droit qui existent dans le monde. Pour terminer, je rappelle à nos auditeurs que l'Iran est le seul pays musulman au monde qui aide à la restauration des monuments arméniens, donc je pense à Kara-Kilisé. En fait, c'est pas Kara-Kilisé, c'est Saint-Thadée, où il y a eu des centaines d'Arméniens de la diaspora qui sont allés, non pas en pèlerinage, mais pour la restauration, et l'Iran a financé cette restauration. Je pense à l'église, à la cathédrale Sainte-Marie d'Isfahan, de Nogjoura, donc les Arméniens, le Vank, qui est en permanence restauré par les soins du gouvernement iranien. Donc ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Vous savez, les Arméniens de l'Iran, ils sont chez eux. C'est autant leur pays que c'est le mien ou ceux des autres Iraniens. Ils sont chez eux. Et l'Iran n'oubliera jamais et sera toujours marqué par une réelle reconnaissance à l'égard de tout ce que le peuple arménien a apporté à l'Iran. Au même titre, si vous voulez, que la mosquée chiite d'Yerevan est protégée par l'Arménie, il va du devoir des Iraniens de protéger tous les monuments arméniens en Iran. Il y a des centaines d'églises arméniennes en Iran, comme vous le savez. Il y a des centaines de restaurants arméniens, il y a des clubs arméniens à Téhéran que j'ai eu l'occasion de visiter, notamment Ararat. Dashnak est présent au Parlement iranien. D'après la constitution iranienne, les Arméniens sont représentés par 2 députés. Ils se sont représentés même démocratiquement parlant à l'Assemblée iranienne. Il n'y a pas de difficulté par rapport aux Arméniens d'Iran. Et je pense que l'Iran ne peut pas se contenter uniquement du sort des Arméniens d'Iran en Iran. On ne peut pas, si vous voulez, faire une distinction entre les Arméniens qui sont en Iran et leurs frères et sœurs, cousins et oncles qui sont en Arménie. Et donc, c'est le devoir de l'Iran de le faire, ce le temps que les Iraniens ne doivent pas oublier que pendant cette période d'ostracisme dont l'Iran a fait l'objet, l'Arménie a toujours tendu la main à l'Iran. L'Arménie a même risqué, si vous voulez, des sanctions imposées par les Américains de par le soutien que le réseau bancaire de ce pays a apporté pour l'Iran. Je crois que ce serait de l'ingratitude insupportable d'oublier tout cela. En tout cas, je peux vous dire que moi-même, à mon humble niveau, je ferai tout en permanence pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. Merci beaucoup pour cet entretien, Monsieur Ardavan Amiraslani, qui nous a apporté un nouvel éclairage sur les perspectives que nous espérons, en tout cas vraies, de l'évolution des relations internationales et de la place de l'Iran qui est ostracisée aujourd'hui dans la politique occidentale. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous, madame. Merci.